Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Salut Réginald, écoute, bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le premier épisode du podcast. Écoute, avec grand plaisir. C'est super cool, ça me fait vraiment plaisir symboliquement que tu sois le premier à nous parler d'échecs aujourd'hui. Est-ce que pour donner un petit peu donc de contexte à tout le monde qui va écouter, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, me présenter rapidement, c'est toujours un défi, mais en gros, s'il faut résumer, j'ai fait un parcours assez traditionnel. J'ai essayé d'étudier le management à Genève, à HEC Genève, et en 2006. Et dès là, j'ai découvert l'entrepreneuriat fin 2006. Ça a tout changé. J'ai fait les JE à l'époque, quand j'étais étudiant, j'y suis resté 5 ans. Il faut savoir qu'en moyenne, un junior entrepreneur reste 1 an et demi, 2 ans, et c'est déjà très bien. Moi, j'en fais 5. De là, forcément, quand tu bosses autant, parce que je faisais pas que les JE, j'organisais des concerts, j'avais repris une petite agence digitale à l'époque, en 2010, alors que je devais terminer mon bachelor. Du coup, forcément, échec retentissant au niveau de la concrétisation, ou bien du succès de mes études. Donc ça, c'est fin 2010. Donc je me retrouve un peu dans une situation que j'avais pas connue, parce que jusqu'à là, tout allait assez bien. J'étais bien placé, ou j'avais un parcours tout tracé pour aller dans les grandes boîtes. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il m'arrivait deux choses. La première, c'est que mon parcours dans les JE m'a fait me dire que il y avait quand même beaucoup de place pour conseiller les entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs, les PME, au niveau stratégie marketing, stratégie com, vente, stratégie globale aussi. Personne ne faisait ça pour une raison qui est assez précise, c'est que c'est pas la même infrastructure que quand une grande boîte te demande des services de com et marketing. Et le deuxième truc, c'est que février 2011, j'entre à la radio-télévision suisse en tant que chargé de communication. Donc j'ai fait 7 ans là-bas, tout en continuant à conseiller des boîtes sur leur com, et qui existent encore ou qui existent plus d'ailleurs. En 2014, je fonde, enfin, sous conseil de mon associé de l'époque, on découvre les Fuck Up Nights. Donc, c'est un événement où on parle d'échecs, où on demande à des professionnels de raconter un échec pro en 7 minutes avec 10 images, pas de texte. Donc, je découvre ça. C'est là où on s'est rencontrés, du coup, pour la petite anecdote. C'est à travers ce projet qu'on s'est rencontrés. Je crois que c'était un peu après. Toi et moi, on s'est rencontrés en 2016. Je me souviens, genre. Ouais, c'est ça, exact. On avait commencé en octobre 2014, du coup. À l'époque, il y avait rien sur l'échec. Sur l'échec, en tant qu'événement, rien du tout. Donc, forcément, t'arrives avec un truc en plus qui s'appelle un fuck-up. Donc, l'échec fuck-up veut dire échec, mais du coup, t'arrives avec un truc avec ça dans le titre. Alors, forcément, en plus du fait que j'animais un peu particulièrement les events, ça a fait un raz-de-marée, on va dire en Suisse, carrément. Je peux le dire humblement. Et du coup, j'ai commencé à être connu pour ça. Ça m'a mené vers plein d'autres domaines. Donc, le monde des startups, parce que, au final, je conseillais des PME, mais je restais loin des startups, mais ils ont forcément besoin de marketing, de com, ça a vraiment changé. Je pourrais presque dire que l'échec a changé mon parcours, ma trajectoire professionnelle, et que ensuite, je me suis octroyé largement le titre de roi de l'échec, on va dire, d'un point de vue thématique en Suisse. Ouais, donc du coup, un profil plutôt entrepreneurial et à la fois dans le conseil aussi beaucoup, et sur des aspects plutôt donc digitaux, marketing, communication. Voilà. Et parce qu'au final, c'est un peu le nerf de la guerre pour une boîte, c'est qu'elle peut faire ce qu'elle fait très bien si personne le sait, ou si elle sait pas comment le dire, tu passes à côté de ton client. Donc, c'est vrai qu'en alliant les deux, on crée une plateforme où les gens peuvent venir raconter leurs échecs et comment ils s'en sont sortis. Et d'un autre côté, en offrant des services pour éviter d'échouer ou sortir d'une situation d'échec, si je le dis, on va dire d'un point de vue un peu philosophique, c'est vrai que ça me donne un profil de consultant atypique. Génial, on adore tout ce qui est atypique ici. Est-ce que du coup, on va commencer, on va rentrer dans le dur. Est-ce que toi, du coup, avec tout ton parcours que tu viens de nous donner, notamment en tant qu'un peu spécialiste de l'échec, j'ai envie de dire, tu peux nous donner, toi, ta définition de l'échec? Ce qui est bien, c'est que j'en ai découvert beaucoup en donnant des conférences ou en travaillant avec des speakers ou en rencontrant toutes sortes de personnalités. Le condensé un peu de mes recherches, parce que imaginons que j'ai fait 6 ans de recherche sur l'échec. Je pense que l'échec, c'est pour moi, c'est une situation. C'est-à-dire que c'est tout le moment enfin pas qui précède, le moment qui suit un échec
qu'on peut définir binairement. C'est-à-dire, si on dit que l'échec, c'est, admettons, si on prend un diplôme, c'est réussir son diplôme ou le rater. L'échec, pour moi, c'est le rater et tout ce qui s'enchaîne ensuite. C'est-à-dire, pour le moral, on va dire la reconversion, si, admettons, quelqu'un perd son emploi, les répercussions dans la vie privée, c'est vraiment tout ce moment qu'on doit gérer. Et si on le gère pas, bah déjà, ça, c'est un problème en soi. Et surtout, il y a des ondes de choc dans un échec. En ce qui me concerne plus simplement, un échec, c'est le fait d'arrêter. C'est-à-dire, on a un certain nombre de chances ou d'outils qui sont à disposition quand on entreprend quelque chose, pas forcément un business. Et des fois, on n'a pas forcément exploré toutes les options pour plein de raisons. Des fois, notre ego se met en cours de route et le fait de lâcher prise trop tôt ou lâcher prise tout court et pas essayer de se relever, pour moi, l'échec, c'est plutôt ce moment-là. La définition, elle se trouve sur l'arrêt. Le manque de résilience, du coup. Le manque de résilience ou ouais, je pense qu'on pourrait le résumer à ça, ou en tout cas peut-être qu'on n'est pas assez suffisamment développé sa résilience aussi. Des fois, on l'a même pas encore découvert. Des fois, on pense d'un point de vue philosophique, on sait, on va toujours dire aux gens ce qu'on est par rapport à l'échec. Ah, moi, dans telle situation, je vais faire comme ça. Et on développe plein de principes depuis l'enfance. On se dit, moi, je suis quelqu'un je suis un battant. Et on y croit, hein, en soi, ce qu'on est, jusqu'à ce que quelque chose nous arrive qu'on n'avait vraiment pas prévu ou qu'on n'avait même pas imaginé qu'il pouvait nous arriver, donc une situation négative. Et là, je pense que la résilience, elle entre en compte dans cette situation. Ouais, parce que là, du coup, tu as beaucoup de théorie, tu as l'aspect théorique, comme tu dis, et à partir du moment où tu dois vraiment le mettre en pratique, il y a une vraie différence entre théorie et pratique. Exactement. Moi, j'ai vu des monstres de mental, c'est-à-dire des gens mentalement qui sont très solides, qui ont très bien développé leur confiance en eux, sur la base des fois de travail et autres, qui quand se sont retrouvés dans une situation qu'on peut qualifier d'échec, par exemple la perte d'un emploi, eh ben, ça les a affectés plutôt violemment parce qu'ils étaient pas, même si on sait que c'est une éventualité, quand on est dedans et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une grande fanfare qui vient ou il n'y a pas un hommage qui est rendu, tu vois, c'est vraiment, c'est soi-même face au miroir et la situation. C'est vrai que ça laisse beaucoup de traces. C'est toi, c'est ce que tu as dit juste avant, c'est toi face à ton ego. Exactement. Et souvent, l'ego est des fois la source même d'un échec. C'est-à-dire, on savait très bien quoi faire, mais pour plein de raisons, on se dit, jusqu'à là, ma manière a très bien marché. Enfin, il y a tellement de profils différents. Je crois c'est pour ça que beaucoup de gens essaient maintenant d'écrire ou qu'il y a des médias qui sont dévoués à ça parce que on essaie de mettre le doigt sur la tangente, un peu, la définition commune. Alors que même dans le dictionnaire, il y a au moins une dizaine de définitions différentes selon les points de vue. Si c'est la science, si c'est le business, si c'est le sport, tout dépend. Ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir toi ta vision, parce que c'est vrai que c'est un peu subjectif, chacun va avoir sa propre définition de l'échec, mais la tienne, elle est plutôt cohérente, elle me plaît pas mal. Est-ce que du coup, bah voilà, on va encore une fois, on va aborder la suite. Est-ce que tu pourras donc nous raconter ce que toi t'estimes, enfin, ton plus bel échec, un tournant de ta vie? Je sais que c'est super dur aujourd'hui d'en choisir un, on en a vécu plein. Si tu devais en choisir éventuellement un, ce serait quoi, toi? J'y ai réfléchi parce que je me suis demandé, tiens, j'allais parler de quoi. Ce qui me parle le plus, finalement, je pense que c'est un échec que j'ai vécu en 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lancé une boîte où on fait du conseil marketing et com en PM pour les PME, mais très rapidement, dès 2010, tout le monde s'intéressait au digital. Et puisque j'avais géré une agence et que j'ai gardé contact avec les développeurs ou le réseau de développeurs que j'avais développé au fil des années, beaucoup de gens me demandaient notamment de construire des sites, des prototypes de produits digitaux. Donc, ça peut être une plateforme sur mobile ou bien sur desktop parce que j'avais la connaissance de comment il fallait procéder, comment trouver les développeurs, organiser le travail. Et j'avais accepté un gros projet d'un ami au Canada en mars 2018, donc tout allait assez bien d'ailleurs, pour une app qui concernait un peu le monde de pour les points de vente. C'était lié aux caisses, tu vois, les caisses dans les magasins ou dans les restos. C'est un peu pour révolutionner comment est-ce qu'on consomme des produits ou on commande des produits lorsqu'on on gère des grandes foules. Ça peut être dans un stade, ça peut être dans un festival. Et là, par exemple, est assez intelligent pour te rediriger vers d'autres stands pour le même produit. Enfin, c'est un truc assez cool. La version Android existait, donc tout allait bien à ce niveau-là. Et puis, on devait faire quelques jobs depuis la Suisse. Donc, j'avais pris un développeur local pour ce client au Canada, à la demande de ce partenaire qui nous faisait l'introduction. Donc, on a bossé pendant 4-5 mois. Ça avançait. C'était un peu moins organisé, mais ça avançait bien, assez bien pour qu'en août, ils nous disent, OK, on a notamment plein d'évolutions qu'on veut faire sur l'application et on veut développer la version iOS. Maintenant, c'est le moment. Ah non, en fait, c'est l'inverse. Eux avaient la version iOS et ils voulaient la version Android. Ils me disaient, voilà, on veut vous donner le développement Android et les évolutions sur les deux apps. Parce que quand tu construis une app mobile, en fait, selon comment, maintenant ça a évolué, mais selon comment, avant, tu faisais une app Android et une app iOS. Et donc, du coup, moi, je prends ce mandat.
En tant que développeur, je suis pas développeur, donc du coup, la personne avec qui je travaille, on se connaît depuis longtemps. Tout était mis en place pour pas qu'il y ait vraiment de soucis. Mais forcément, je te raconte cette histoire, elle est assez simple. Avec l'expérience que j'ai dans le domaine, tu te dis, théoriquement, quel est le problème qu'il peut avoir si jusqu'à là, 4-5 mois durant, tout se passait bien? Tout d'abord, moi, disons que c'est une période où, si je prends que les events type Fuck Up Night et les autres events que je fais, pas forcément sur la thématique de l'échec, j'ai en moyenne depuis 3-4 ans environ 35 à 50 events à produire ou animer sur une année. Donc j'ai déjà beaucoup, c'est une activité qui s'est beaucoup développée, j'ai créé une bonne réputation dans le domaine, j'avais toujours des clients en consulting. J'avais aussi une boîte que j'avais lancée, un laboratoire d'innovation à Genève pour l'immobilier. Donc on peut déjà imaginer que je suis très occupé. Ouais, t'as déjà beaucoup de projets en parallèle et tous tes événements, ils se passent en Suisse principalement? À ce moment-là, depuis 2017, c'est pas vraiment ça. J'ai aussi beaucoup de demandes en Allemagne. J'avais même fait un event à Blagnac, enfin à Toulouse, pour Airbus, chez Airbus. Enfin, je commençais vraiment à avoir une clientèle en plus entreprise. Donc, je voyage beaucoup dans le pays et en Europe. En plus de ça, des mandats, des fois, maintenant, me demandaient aussi de voyager sur Zurich, sur Berlin et autres. Donc, c'est une vie un peu sympa, mais quand tu as un gros projet qui demande quand même de te coordonner, en plus coordonner avec un client qui est sur un autre continent, donc déjà un autre fuseau horaire, notre culture, notre manière de travailler, que ton développeur, c'est un associé ou une sorte de partenaire plus que ton employé où tu peux suivre au quotidien son travail. Il y a un téléphone arabe qui s'installe. En fait, c'est un peu comme c'est un volcan en éruption. Tu sais que tout doit rouler, mais tu as très très peu de temps à dédier au projet pour t'assurer que tout roule. Typiquement, le problème qu'on a rencontré, c'est que mon développeur et moi, on n'a jamais, en fait, il essayait de m'expliquer qu'il lui manquait un développeur pour faire, on va dire, en gros, les 40% restants du projet. Et moi, j'étais sûr qu'il avait trouvé. Et le deadline qu'on devait pas dépasser, c'était le 20 septembre, parce que le 20 septembre, ils avaient pitché un immense festival sur Montréal pour tester la solution. Bref. Et moi, pour moi, tout roulait parce que jusqu'à là, tout allait très bien. Et déjà, je commençais à sentir un peu la pression parce que le jour J, en fait, au moment où moi j'étais en plus à un mariage, j'étais au mariage d'un ami, le jour J, tu parles à ton développeur, je lui dis en fait c'est chaud parce que on n'a jamais eu de développeur iOS. Puis je lui dis mais comment c'est possible? Il fait, ben non, on n'a jamais eu. J'ai essayé de te dire, j'ai cherché plein de gens, il avait interviewé plein de gens et puis ça passait pas. Mais en fait, j'ai jamais senti le moment où ça devenait mon problème ou en guillemets ça l'était parce que c'est moi qui ai signé le contrat avec ma boîte chez le client. Mais je comprenais, je me disais bon ben il va se débrouiller parce qu'il me disait pas tous les jours attention on a un problème, on a un problème. Donc il y avait un gros manque de communication. Gros manque de communication. Franchement, sincèrement, de mon côté, un manque de diligence aussi, parce que je me dis, ça roule, ça a toujours roulé, c'est quelqu'un qui je bosse depuis longtemps, il va se débrouiller. Quand il m'annonce le jour J qu'en fait 40% du boulot est pas fait, moi je dois annoncer ça au client derrière, et le client, en fait, ça faisait des semaines qu'il me disait, mais s'il vous faut quelque chose, du temps ou une ressource, dites-nous, nous on est ouverts. Enfin, le client était de bonne volonté. Mais pour plein de raisons, dans le management de mon partenaire, c'était à moi d'aller creuser. Et certains diront, bah, c'était à lui de venir te dire ou de faire preuve de plus de diligence. Mais à la fin, tu sais, il y a des situations où tu penses à te dire, tu peux soit pointer du doigt, soit prendre les choses pour toi, sachant que de toute manière, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui as choisi la personne. C'est toi qui vas subir les conséquences s'il y en a. Donc, ça a lancé une période où pendant à peu près 3 mois, on fait des allers-retours avec le client, on essaie de négocier toutes sortes de choses parce que, notamment, il y avait aussi une rancœur du côté de mon développeur, c'est qu'il y avait un solde. Mais un solde, imaginons que sur la deuxième partie du projet qui était beaucoup plus grande, on lui avait déjà versé par exemple 16 000 francs, 17 000 francs. Il y avait quand même un avoir de 4 000 francs qui restait sur le premier projet où il devait terminer 2-3 choses. Vraiment pour qu'on le solde. C'est-à-dire que tout le monde était de bonne volonté. Si tu as été payé après sur un acompte sur le plus gros projet, c'est que tout le monde est une bonne volonté, mais du coup, les frustrations s'accumulent, les incompréhensions. Et toi, tu es là au milieu et tu vois un truc qui se défile où tu dis, il y a un moment où le client va péter un plomb. Mais bizarrement, 3 mois passent, on essaie, jusqu'au jour où, le 8 décembre, je reçois un email de son avocat. Je reçois une lettre d'avocat. T'as déjà 3 mois de retard là du coup là en Déjà gros. 3 mois de C'était que la deadline retard. c'était septembre. Ouais. T'as joué la transparence toi à ce niveau-là. T'étais transparent avec ton client, tu lui faisais part justement de ce qui se Moi, passait. j'étais transparent, je lui expliquais. Et si tu veux, en plus, il savait que je bossais avec un externe, je lui expliquais, je lui essayais vraiment de lui montrer que c'est pas un manque de volonté de ma part. À un moment donné, il a tout essayé, et puis, par le conseil juridique qu'il avait, donc son avocat lui dit, mais en fait, tu sais quoi, ton client, c'est Réginal. Enfin, ton prestataire, c'est Réginal, il sous-traite, blablabla. Alors, bref. Et l'avocat, il me dit, écoutez, nous, on se retourne contre vous, vous n'êtes pas dans les temps, il y a des dommages d'intérêt, on va vous réclamer la somme et les dommages. Enfin, bref, tu retombes dans un truc qui, je souhaite à personne d'avoir des problèmes avec des avocats, mais quand ça arrive, c'est toi face à la situation objective. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une question de oui, mais lui, mais toi, t'as dit,
Il faut vraiment que tu sois au fait sur les événements qui se sont passés, la bonne foi que tu manifestes, parce que la bonne foi est un concept ultra important, non seulement en business, mais en droit, que ce soit canadien ou suisse ou français. C'est quel comportement, la bonne ou mauvaise volonté derrière tes actions pour essayer de régler une situation ou faire avancer le contrat. Ouais. Et ça a duré pendant, donc là, fin 2017, je suis désolé pour les dates, et pendant 2-3 mois, toutes sortes d'allers-retours, de menaces des avocats qui allaient menacer en droit suisse, au Canada. Puis moi, je me voyais déjà dans Suits. C'est-à-dire que je me disais, en Amérique du Nord, quand on te poursuit, on prend tout ce que t'as, même si le Canada est un peu différent. Mais bref, j'ai pas forcément envie de mettre mon ex-associé. En plus, on est séparés en tant qu'associé. Elle était encore dans la boîte. Puis il me disait, mais elle est au registre du commerce auquel aussi, elle est responsable. Enfin bref. C'était un truc où ça m'a bouffé. Il faut imaginer en termes de stress. Je suis pas un gars stressé. Mais là, ça m'a tout pris. Là, ça m'a vraiment... Et en plus, tout seul, un peu dans ces situations, tu essaies de vite voir les fonds, en fait, voir à quel point tu es liquide, si tu peux vite rembourser ou payer ce qu'il faut pour faire avancer ton dev, ou rembourser le client pour le garder calme. Et tes potes, c'est là vraiment que je vois le... Ce que j'allais dire, tu t'es tourné vers qui dans ce moment-là? Ça a été quoi un peu ton soutien, ton épaule un peu sur laquelle te reposer dans ces moments hyper compliqués? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette histoire. Typiquement, mes parents, ils l'ont su vachement tard. Mais mes potes, mes amis vraiment proches, c'est-à-dire qu'ils savaient pas forcément tout le stress que ça te donne quand à chaque fois que tu ouvres ton mail, tu dis, je vais recevoir encore un truc, parce que tu vois le temps qui passe. Des fois, il y a 2 jours en tes réponses, une semaine, tu sais jamais quand ça va s'envenimer. Et des fois, c'était de pire en pire. Et ça, tu le gardes pour toi, en plus, t'as du mal à extérioriser, du coup. T'as du mal à extérioriser toute la complexité que je viens de résumer en 10 minutes. Il y a tellement de détails. Certains disent, oui, mais alors il faut que tu te retournes contre ton développeur. Je fais, oui, mais je vous explique. Je veux bien. Moi, ça arrête pas la procédure, ou en tout cas le problème en cours avec mon client. C'est-à-dire mon client, il a toujours un problème. Et en plus, tout le code était chez mon développeur. Donc, en plus, ils avaient accès à rien. Et il faut imaginer un truc. Dans le monde du digital est régi par les mêmes lois que le monde réel. C'est-à-dire que de la même manière que tu peux pas aller, admettons, chez un client avec qui t'es en quiproquo pour prendre un document qui t'appartient, tu peux pas, admettons, aller sur son serveur et prendre ce qui t'appartient, même si ça t'appartient. C'est-à-dire, c'est de la sphère privée. Tu dois faire des démarches légales. Un juge doit pouvoir dire, OK, maintenant, il faut que tu restitues. Donc, tu peux pas menacer les gens. C'est bien moins comme dans les films que les gens pensent. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Entre-temps, mon développeur aussi, lui, se sentait lésé. Il commençait à demander c'était presque de l'extorsion. Il demandait des fonds aux clients pour libérer le code, parce qu'il se disait que, en fait, quand on se disait, écoute, restitue, comme ça, au moins le client est calmé, il pensait que le client au Canada essayait de l'arnaquer. Alors que je disais, mais non, on essaie d'éviter les procédures légales. C'était un bordel où il faut imaginer, j'en ai pas fait un ulcère ou des trucs comme ça, mais j'étais vraiment dans un état assez particulier, parce qu'en plus, en même temps, j'ai mentionné avant le laboratoire d'innovation, à ce moment-là, j'avais des nouveaux associés qui me proposaient de monter cette structure. Donc, pour moi, c'était bien, mais en même temps, ça tombait un peu de nulle part, alors que je devais gérer un peu un souci qui est un peu dommageable dans la réputation. Je laisse imaginer l'ampleur un peu du phénomène. Ça jouait, du coup, j'imagine, sur ton quotidien. Du coup, c'est quoi? Tu sortais même pas? Tu sors moins, parce qu'en fait, subitement, tu as une perspective un peu différente de quelles actions peuvent t'aider à te sortir de cette galère, autant financièrement que... T'es plus dans une logique où c'est le problème, comme si tu mettais des lunettes et que c'est la seule chose que tu voyais. C'est-à-dire que la seule chose que tu vois, c'est que peu importe à quel point t'es applaudi, et tu dois toujours assurer des événements, tu dois bizarrement toujours animer aussi des événements sur l'échec. Donc, quand on parle d'échec dans cette période-là, tu dis, ah, vous savez, l'échec, je connais même beaucoup trop bien maintenant. Mais t'as le sentiment d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Totalement. Et c'est vrai que oui, j'ai eu beaucoup de soutien de gens qui justement voulaient pas que je m'enferme dans cette bulle et que je vois aussi le verre à moitié plein. Mais après, concrètement, ce qui est intéressant, c'est que c'est là que tu vois comment est-ce que tu essaies de te sortir d'une situation pareille. Notamment, c'est toujours de vérifier tes droits. Vérifier tes droits, regarder la situation objectivement, demander conseil à des avocats, c'est-à-dire que tu connais, ça peut être des amis. Et après, j'ai commencé à étudier aussi le droit canadien. Au vu de certaines situations, il y avait certaines demandes de l'avocat qui étaient un peu farfelues, c'était un peu pour mettre la pression, mais théoriquement, il n'a pas le droit. Donc, il y avait beaucoup de choses où, je me souviens une fois, j'ai écrit, donc, j'avais passé une après-midi à lire le droit québécois et j'avais écrit une lettre d'avocat. Vraiment une lettre en énonçant les faits un par un, qui menait à dire que j'étais prêt à accepter tel arrangement, mais que, au vu aussi de leurs actions, personnellement, je n'irais pas plus loin et que le droit est de mon côté et que si on devait aller devant un tribunal, je pense qu'il y a beaucoup de chances que, en plus, que eux perdent, en fait, au vu de leur comportement et au vu de beaucoup de mauvaise gestion de part et d'autre. Et ça les a calmés. Ça les a beaucoup calmés, mais après, en fait, j'ai su que ça les a calmés quand le client avec qui j'étais plus en contact direct m'a appelé je crois que c'est un vendredi soir, il me dit, écoute, plutôt que ça aille trop loin, blablabla, on a trouvé un accord et un terrain d'entente pour échelonner un peu un remboursement du mandat, la quasi-totalité du mandat. Mais c'est un échelonnement qui m'arrangeait, on va dire, financièrement, je m'en sortais. Peut-être même que j'aurais eu encore mieux si j'étais passé devant un juge, mais
il y a aussi un stade où tu commences à te dire, écoute, quand tu es dans cette situation, au-delà d'être abattu et puis d'être stressé, tu te dis, je commence à voir ma part de responsabilité dans l'histoire. C'est-à-dire que plutôt que juste se dire comment le droit ou comment je peux sortir de là indemne, quand tu es entrepreneur et que tu travailles avec beaucoup de projets un peu bancals, ou tu vois aussi comment des fois tu as évité beaucoup de balles perdues. Là, j'ai eu envie d'assumer. C'est-à-dire, j'ai eu envie de trouver un arrangement qui montrait aux clients aussi que je voulais pas que cette situation s'envenime à ce point, que j'assumais mes responsabilités et que j'avais une parole donnée. C'était un peu une sorte de fausse grandeur d'âme. Pas fausse grandeur d'âme, mais c'était une grandeur d'âme déplacée, mais une envie aussi pour moi de pas être ce genre de gars qui essaie de sortir un peu par les poils, on va dire les poils du nez, hein, pour rester poli. Mais j'ai On va vraiment, garder et ça. c'est marrant parce que les gens veulent vraiment avant tout ne pas être responsables. Non, là, j'étais responsable. J'ai clairement manqué de diligence et que même si c'était extrêmement lourd à porter, j'ai vu aussi les moments où moi j'aurais pu agir différemment. Donc tu veux te sortir de là, tu fais des concessions, quoi. Tu essaies de trouver un peu un échappatoire et de dire, ok, je veux bien accepter ça, ma part de responsabilité, mais derrière, à vous aussi de faire un effort. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, ça m'a coûté plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. L'accord est bientôt réglé. Entre-temps, ma relation avec le client, en plus, c'est amélioré pour plein de raisons. La boîte a continué, elle avance bien de leur côté. Donc, on a même pensé collaborer aussi pour aider à développer le business en Europe. Donc, en fait, au final, tu t'en sors pas mal. Mais c'est vrai que pas tout le monde aurait assumé comme j'ai assumé, dans le sens où c'est pas forcément la meilleure chose légale à faire, mais je pense que ça m'a aussi permis d'avoir plus d'empathie, parce que il y a un moment où en fait, des fois, les choses s'enveniment parce qu'on a tellement pas envie d'accepter ce qui se passe. Et je pense dans une situation d'échec, c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qui est le plus, Le ouais, déni, tu veux parler du déni, du coup. exactement. Ouais, tout à fait. Il y a un déni qui se place et après une frustration aussi d'être constamment pointé du doigt et on a envie de s'en sortir. Et tu t'es senti comment, du coup, après, là, une fois que tu t'es dit, bon, ok, ça y est, on a trouvé un terrain d'entente, je peux souffler. Bah, disons que moi, ça a drastiquement changé aussi ma vision comment dire, du risque et de la responsabilité et surtout de mon travail au quotidien. C'est-à-dire, tu vois, quand tu te retrouves à vendre les services de quelqu'un d'autre, mais que tu signes le contrat, travail d'agent, quoi, un peu comme un agent sportif ou bien même un agent de communication. D'une certaine manière, quand tu es un responsable ou un spécialiste de com et que tu travailles avec un designer, t'es dépendant du travail du designer. Quand c'est ton employé, mieux cadrer, mieux comprendre ses manières de travailler, son style, pour trouver des résultats qui vont plaire à tes clients et que tu puisses avancer. Mais quand c'est un externe, tu le contrôles pas, en fait. C'est-à-dire que tu as un cadre avec qui tu as un mandat. Lui a son organisation et ses problèmes de son côté. Et surtout, je peux pas intervenir dans son travail. Il y avait aucun moment où je pouvais, admettons, contribuer ou peut-être lui donner qu'une partie du travail, faire le reste. Et j'ai commencé à me dire, mais en tant que consultant, depuis des années que je fais ça, en fait, moi, personnellement, qu'est-ce que je vends aux clients? C'est-à-dire, si j'oublie les services des tiers, qu'est-ce que je vends qui fait que dans une situation un peu similaire, je peux vite reprendre la main et on va dire garder l'essentiel de la valeur pour éviter que ça parte en vrille autant. Et c'est vrai que ça m'a repositionné en tant que professionnel. Une période où, en tant qu'intervenant conférencier, ma réputation grandissait à vitesse grand V. Je commençais à faire beaucoup plus du privé, d'organiser des plus grandes conférences. Et aussi tout ce qui était contenu, que ce soit oral, écrit, on me demandait beaucoup mon expertise. Donc il y avait des choses, je me disais, mais en fait, je fais pas non plus exactement j'offre pas les prestations pour lesquelles je suis vraiment considéré comme un expert et qui m'éviteraient en tout cas que les choses, à part si je suis vraiment de mauvaise volonté, s'effondrent à ce point. Donc je pense que c'est une leçon. Cette leçon m'a vraiment permis de pivoter et puis de voir ma carrière complètement différemment. En fait, t'as vraiment fait preuve d'honnêteté positive au moment où t'étais le plus dos au mur, quoi. Et ça, potentiellement, ça t'a sauvé, hein. Il y a une chose que j'ai appris vraiment très tôt, et c'est un conseil que je peux donner à n'importe quel professionnel, c'est pas juste dédié aux entrepreneurs, c'est quand il y a une situation problématique, quand il y a un problème ou une galère avec un client, beaucoup de gens disparaissent. Ils disparaissent faute d'une explication qui tient la route, faute d'assumer leur échec ou leur faiblesse, ou peu importe. Et en fait, le silence envenime tout. C'est-à-dire les non-dits ou le silence ou le sentiment que l'autre personne ne donne pas d'importance au problème qu'il a créé, c'est pire que de trouver une solution fausse. Donc, beaucoup de gens se disent, je vais faire le mort, alors qu'au fond, et j'ai appris ça très tôt, quand j'étais notamment dans l'événementiel, mon patron me disait, mais tu sais, faut jamais faire le mort, en fait. Tu appelles les gens sans nécessairement les endormir, mais tu leur expliques la situation, tu leur dis ce que tu essaies de faire pour résorber la situation, mais au bout d'un moment, tu as quand même envie, en tant que partie lésée, de gagner quelque chose ou d'en sortir avec quelque chose. Donc tu vas chercher le consensus aussi. C'est un peu rationnel. Et quand les gens ne le sont pas, ben là il faut se poser la question des gens avec qui on fait du business. Mais au moins, je pense qu'être positif ou être, on va dire, honnête sur la situation et sur comment on veut en sortir, ça te donne
petit avantage dans la négociation et aussi pour en sortir dans des meilleures conditions. En gros, du coup, là, si tu dois résumer ton échec, c'est quoi les deux gros apprentissages que t'en ressors là-dedans? Le premier apprentissage, c'est si tu dois signer le contrat et être responsable de la totalité du dommage éventuel, maîtrise toute la valeur qui est créée par le contrat, c'est-à-dire vends la prestation toi-même, ou alors que tu aies les employés, les ressources en interne pour le faire. Parce qu'au fond, tenir le contrat pour que l'essentiel des ressources, même financières, aille chez quelqu'un d'autre, autant que l'autre personne prenne le compte. C'est tout con, mais beaucoup de gens, on aime bien se dire, ah, ça c'est mon client. Mais en fait, il faut toujours se demander ce que tu fais pour lui. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est que des fois, je pense qu'on sous-estime qu'on peut porter en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel. Comment dire, on parlait d'ego avant, mais on pense qu'on a été dans tellement de situations un peu hasardeuses qu'on se dit c'est bon, je vais m'en sortir et puis soit à la tchatch, soit au culot, au talent et autres. Je pense qu'on surestime sa force et que des fois, on se trouve que quand le bateau est plus grand ou que le problème est plus grand, il faut peut-être mieux évaluer l'implication qu'on doit avoir personnellement dans ce genre de projet. Parce que des fois, on dit à grand projet, grande responsabilité. C'est pas toujours vrai, parce que des fois, exemple, si tu travailles avec une très grande boîte, on va te demander quelque chose de très précis. Tandis qu'il y a des situations où quand une boîte joue ses économies, joue son futur, et qu'il a besoin de toi en premier, tu sais que t'as pas le temps, ça coûte rien de dire non. Ça coûte rien de réorganiser les choses pour qu'au moins tu sois diligent face à ton client envers qui tu as une responsabilité autant légale que éthique. Mhm. Ok, bah écoute, c'est super cool. On va passer ce qu'on appelle chez nous les questions pour la mention, Ah parce oui. que comme tu l'as vu, du coup, ça s'appelle Phoenix l'échec mention très bien. Donc on va voir si tu mérites ta mention. C'est des petites questions assez sympas. Le but c'est que tu y répondes de manière assez concise, quoi. Donc la première question, j'aimerais savoir quelle personnalité t'inspire le plus. Ça peut être une personne aussi décédée. Hein. Je prends l'exemple Mandela, Steve Jobs. Ouais. Bah écoute, j'ai découvert que l'une des personnalités qui m'inspire le plus vient de décéder. Kobe Bryant. En fait, ce qui m'a toujours inspiré chez lui en tant que professionnel, c'est sa combativité et surtout sa passion, exacerbée par moments, mais sa passion pour son art, pour son envie d'être considéré comme le meilleur dans ce qu'il fait en tout temps, même face à ses coéquipiers. Et j'ai toujours admiré sa recherche de la perfection. Ok, deuxième question du coup. Selon toi, c'est quoi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie? Si j'en citais trois, je dirais la curiosité. Après, c'est aussi, bon, moi, c'est une déformation professionnelle, mais Non, mais chacun a ses trois vertus, c'est pour ça que je me confronte un peu l'idée, c'est super cool. je Donc dirais la curiosité. curiosité, le respect et typiquement la résilience. Je pense que la somme des trois font qu'on peut réaliser à peu près n'importe quoi si on y met vraiment l'énergie nécessaire. Je suis d'accord, c'est des belles vertus. Il t'en reste deux encore. Oui. Alors, c'est quoi ta dernière lecture, ou si tu lis pas trop, tu as le droit aussi. C'est quoi un peu ton dernier film, peut-être inspirant? Pas effectivement un grand lecteur. Par contre, je peux conseiller aux entrepreneurs, comment on appelle ça en français, la semaine de 4 heures, The 4-Hour Work Week de Tim Ferriss. C'est le fameux livre qui t'apprenait comment devenir auto-entrepreneur en créant une espèce de petit e-commerce qui tourne pour toi. Mais c'était surtout construit sur l'idée que dans la vie, le plus rapidement tu arrives à assurer ta stabilité, le plus vite tu peux faire ce qui te fait vraiment envie. Les choses que tu as envie de faire pour beurre ou gratuitement, un peu comme, tu vois, si on prend, admettons, toi qui es cette démarche de faire ce podcast, ou d'autres qui vont se lancer, admettons, un blog. En gros, il faut s'octroyer ce droit. Devenir indépendant. Hein. Voilà, et trouver la route vers ça grâce notamment à Internet, au digital. Ça m'a vraiment changé ma manière de voir le business, notamment parce qu'il y avait cette idée de construire en envisageant rapidement et dès le début sortir du business à un moment donné. Genre que ce qui puisse tourner sans toi, même le service après-vente, les commandes, et pas juste rester là comme ça et dire ça justifie mon travail. Et finalement, c'est à la recherche du bonheur de Oh, Louis j'adore. Lucchini avec Will Smith. C'est vrai que ce film, là où il m'avait fasciné, c'est le parcours de Chris Gardner, donc le protagoniste principal, qui vraiment incarne partir de rien, mais d'en vouloir tous les jours. C'est-à-dire même quand on n'a rien, tous les jours tu dois trouver une petite victoire, ne serait-ce que pour manger. Surtout toujours en gardant une vision de où tu veux être. Il voulait la finance, il est dans la finance. Il a réussi. Eh ben, parfait. Tiens, tu anticipes ma prochaine question, je vais te couper. Mais tu parles du coup d'objectifs là. Il se fixe un objectif. Toi, c'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé? Alors, l'objectif que je suis fixé pour 2020, c'est vraiment de revenir dans la création de projets. Donc, typiquement, j'ai incarné la marque de quelqu'un d'autre. Donc, Fuck Up Night appartient à des entrepreneurs mexicains. J'ai incarné pendant 6 ans. J'ai eu un très beau parcours grâce à ça. Je peux pas m'en plaindre, mais j'ai envie, par exemple, de créer mes propres concepts d'événements, mes propres concepts d'entreprise. Et pour ça, c'est de me libérer du temps
notamment en réduisant les fuck-up 9, aussi mon consulting à côté, pour être vraiment revenir dans la création et incarner quelque chose qui m'appartient. Donc c'est pas facile, ça a l'air tout con comme objectif parce que tout le monde s'est dit mais t'es constamment en train de créer. Mais oui, mais pour les autres. Donc voilà, c'est mon grand défi et pour l'instant, ben ça s'annonce bien, on touche du bois. Bah, on en touche aussi pour toi. Je te souhaite de te planter du coup parce que c'est un peu la devise du podcast. Je te souhaite de te planter, d'apprendre et de te relever et de réaliser du coup cet objectif qui est assez sympa clairement. Merci beaucoup. Moi, j'avais une dernière petite chose avant qu'on se quitte, c'est comment est-ce que là, du coup, c'est génial, on a passé une bonne demi-heure ensemble à échanger, hyper intéressant. Et comment est-ce que toi, tu pourrais nous résumer là tout ce qu'on vient de se dire avec une phrase? La meilleure manière de résumer en une phrase, c'est de dire qu'il y a même dans les situations les plus sombres, il y a toujours une solution. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. J'adore, on va terminer sur ça. Magnifique. Bah, écoute, Reggie, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Un plaisir. Tout le meilleur pour toi encore une fois pour la suite. Merci. Et puis d'ailleurs, tout le meilleur pour Phoenix et pour le podcast. Moi, c'était un plaisir d'être le premier. Si jamais les gens ils s'intéressent un petit peu à toi pour des événements, pour autres, parce qu'ils ont envie un peu d'échanger, est-ce qu'ils peuvent te contacter, genre sur LinkedIn ou sur LinkedIn, Réginald Bien-Aimé, faut pas hésiter. J'ajoute toujours tout le monde. Je mettrai ton petit lien LinkedIn dans la description si les gens veulent te contacter au cas où. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup à toi, Réginald, et puis bah écoute, on se dit à bientôt. Ça marche, hein. Toujours un plaisir. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.